avec Van Persie. La Suède et le Mexique qui se qualifient dans ce groupe F, deux nations qui vont devoir attendre. La France est championne du monde de football. La France est championne du monde de football. Bravo messieurs. Bravo messieurs. Championne du monde. Allez les bleus, allez les bleus, allez les bleus. Vous voyez ce coq? C'est lui qui a réussi à vaincre la malédiction du champion du monde. Les amis, le champion du monde n'est plus maudit. On est en huitième, on est en huitième, on est en huitième. Et puis l'autre chose, c'est à chaque fois qu'on gagne les Danois dans une compétition, on gagne cette compétition à la fin. Donc on va gagner la 3e étoile en plus. Cocorico, cocorico. Pas les beurrecs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour le débrief du match France-Danemark, le match de l'histoire pour rompre cette malédiction du champion du monde. Enfin, elle est rompue, je le croyais en début, j'ai même dit la France va conserver son titre. Giroud meilleur buteur, vous l'avez vu dans la précédente vidéo. Bon, pour l'instant, c'est Mbappé le meilleur buteur de la Coupe du Monde, mais ça va s'inverser, comptez sur moi. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Allez les bleus, allez les bleus. Et en route pour la 3e étoile, il faut savoir, Deschamps, c'est à chaque fois qu'il joue une Coupe du Monde, il gagne les 2 premiers matchs en tant que sélectionneur de l'équipe de France. 2014, 2018, 2022, ça s'est encore montré. Allez, découvrons tout de suite le programme de la vidéo. En premier, nous verrons les compos. Deuxième, point historique. 3, l'analyse. 4, les tops et les flops. Entre-temps, le classement, etc. Les compos, c'est important parce que je pense qu'au prochain match, Deschamps va faire tourner. Il en a l'habitude. Il met souvent aussi le deuxième gardien pour faire plaisir. Maintenant que c'est plié. Allez, c'est parti. Allez, chers supporters, chers amis, découvrons ensemble la composition des 2 équipes. On commence par celle de notre équipe, l'équipe de France, l'équipe qui ressent entre guillemets, mais aussi parce que c'est notre équipe. Allez, alors c'est parti. Dans les buts, Hugo Lloris, bien évidemment, notre capitaine, bientôt, on l'espère, on va l'espérer, ça montre qu'on fait un beau parcours, ça montrerait le joueur le plus capé de l'histoire de l'équipe de France. En défense, on aura Raphaël Varane aux côtés de Dayo Upamecano. Les 2 latéraux seront notre ami Jules Koundé et Théo Hernandez. Au milieu de terrain, on retrouve Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot et puis Antoine Griezmann, poste de relayeur plus milieu offensif, disons un peu. C'est celui qui va se balader sur le terrain un peu partout. Il n'a pas réellement de poste, disons. Et puis l'attaque, la triplette type Olivier Giroud aux côtés de Kylian Mbappé et d'Ousmane Dembélé. La composition du Danemark, Kasper Schmeichel dans les cages, lui sera aussi le capitaine. Les 2 gardiens sont capitaines. Joachim Andersen, l'ancien lyonnais, sera aux côtés d'Andreas Christensen et de Nelson en défense. Le milieu, Eriksen Højbjerg. Les 2 pistons, Christensen avec un K et Maélé. L'attaque, Lindstrom, Damsgaard et Cornelius. Si je prononce mal les noms, dites-le moi dans les commentaires. Et donc la bonne prononciation aussi, c'est comme d'habitude. Donc si on fait un point historique, on va regarder d'abord les dernières confrontations match officiel. Après on fera un point assez complet parce qu'il y a des choses intéressantes à dire là-dessus. Donc sur les 5 derniers matchs, ça a souvent tourné en faveur des Danois en match officiel. 3 victoires pour les Danois. Il n'y a pas si longtemps que ça pour les 2 dernières. C'était il y a quelques semaines à peine. Qui nous privait d'ailleurs ces 2 défaites, l'une en septembre dernier 2-0 au Danemark et l'une 2-1 en juin dernier au Stade de France de Final Four de Ligue des Nations alors qu'on est le tenant du titre encore pour quelques semaines. Il y a eu un match nul aussi en 2018 en Coupe du Monde en phase de groupe. Ces 2 équipes s'étaient déjà affrontées. Et avant ça, on voit une défaite 2-0 des Bleus en Coupe du Monde 2002 alors que la malédiction du champion du monde prenait forme. Et puis autrement, 98, la première étoile des Bleus, une victoire 2-1 du côté du Stade Gerland à Lyon. Voilà. Donc il y a une petite stat intéressante. Si on regarde les confrontations lors des compétitions officielles, si la France ne perd pas, la France a à chaque fois remporté la compétition quelques jours, quelques semaines après au final. Donc ça s'est vu en 2018 avec le match nul, quelques semaines après la 2e étoile. Ça s'est vu
aussi à l'Euro 2000 avec une victoire 3 buts à 0. Ça s'est vu en 98 avec une victoire 2 buts à 1. Et puis aussi un peu plus vieux que ça en 84 à l'Euro, la première victoire européenne des Français 1-0 lors de ce match-là. Malheureusement, il y a une stat, on l'espère qu'elle va rester encore longtemps pour l'histoire, même si elle est assez triste, c'est la défaite la plus cinglante de l'histoire de l'équipe de France. C'était un jour de octobre 1908, il y a un peu plus d'un siècle, avec une défaite 17 buts à 1 de nos Bleus. C'était le tout début aussi de la sélection bleue, il faut relativiser là-dessus. Allez les amis, découvrons la Cocorico analyse. C'est parti, c'est par ordre chronologique, ça fait office de résumé. Sur le début de match, on va voir des Danois qui vont très très bien rentrer dans leur match, contrairement à nos Français, à nos Bleus. Des Danois qui vont avoir la maîtrise du ballon. Et même si l'un des maîtres à jouer du milieu de terrain est absent, en l'occurrence Thomas Delaney, il va avoir des compensations. Christian Eriksen va redescendre chercher les ballons, les remonter. Donc les Français un peu en dedans dans ce début de match. On ne va pas chercher les ballons bien haut, on n'est pas assez agressif. On regarde un peu les Danois laisser jouer. Bon, ça n'a duré que 8 minutes dans l'histoire, puisqu'on va voir des Bleus vite se remettre dans le droit chemin et vite mettre le pied sur le ballon et vraiment dominer cette équipe danoise. Il faut regarder en première mi-temps, on va avoir à peu près 3 faits de jeu, dont 2 arbitrales, l'autre plutôt psychologique, c'est le moment d'en parler. Le premier fait de jeu, c'est le fait de jeu psychologique, disons. Sur le premier quart d'heure, nos ailiers étaient en difficulté. Les Danois les bloquaient bien et ils n'arrivaient pas à mettre leur jeu en place. Mais petit à petit, que la France va rentrer dans ce match, on va voir que nos Français vont prendre l'ascendant psychologique. Ça peut être un tournant de ce match, sachant que les Danois jouent en plus eux avec des pistons. Et donc, on peut faire certaines différences avec des dédoublements, puisque nous on a nos latéraux et nos ailiers, sachant qu'en plus que nos 2 ailiers sont les vrais cracks de cette équipe, technique, vitesse, etc. Je parle d'Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. Donc c'est pour ça que c'est un tournant psychologique. Donc à présent, regardons tous les faits de jeu au niveau arbitrage qui auraient pu changer la physionomie du match. Le premier est à la 20e minute. On regarde les images et puis je vous parle de mon ressenti sur les choix de l'arbitre et sur cette action. Donc on va contextualiser. Il faut savoir que Kylian Mbappé était lancé en profondeur, partait seul au but. Andreas Christensen l'a arrêté illicitement, en plus de façon grossière. Pour moi, il est en position de dernier défenseur. Il annule une occasion de but. Certes, il y avait d'autres Danois qui revenaient, peut-être. Certains vont dire il aurait pu se faire reprendre. Ce n'est pas le dernier défenseur. Mais connaissant la vitesse de Kylian Mbappé, je ne pense que personne n'allait le rattraper. Donc, monsieur l'arbitre a décidé de sortir un carton jaune. Moi, j'aurais sorti le carton rouge. Le deuxième fait de jeu, il va cette fois arranger nos Français. Il arrive à la 43e minute. On regarde les images et je vous explique là aussi mon ressenti. Donc on joue la 43e minute alors que Koundé réalisait un très très bon match depuis le début, il faut le dire. Il m'a même énormément surpris. On va le voir faire une faute assez grossière. On va avoir notre ami Nelson qui va vouloir mettre le pied sur le ballon. Jules Koundé va l'arrêter illicitement en lui mettant une belle semelle bien sur la cheville. Donc c'est une faute assez grossière qui peut faire très mal. L'arbitre sort qu'un carton jaune, la VAR ne fait pas appel, heureusement pour nous, malheureusement pour les Danois. Pour moi, l'arbitre a été très très gentil et c'est pas scandaleux s'il sort le carton rouge. Moi en tout cas je l'aurais sorti. Bon, nos Français n'ont pas été récompensés sur la première période alors qu'ils l'ont dominé assez largement à part à la 8e minute. D'ailleurs pour la petite stat, le premier tir danois a été fait à la 36e minute. Donc ça montre bien la pauvreté côté danois, alors que nos Bleus eux, avaient tenté 9 fois leur chance. Bon, on va passer à la seconde période et puis on verra quelques petites stats, etc. pour justifier quelques petits graphiques. Donc en seconde période, on va partir sur un match soporifique comme on a l'habitude dans ce début de Coupe du Monde. C'est peut-être le physique qui fait ça, à voir, c'est pas le débat, et ça serait trop long de le faire maintenant. Donc un premier quart d'heure soporifique, disons. Les Danois apprennent le rythme, les Français une nouvelle fois inoffensifs, comme en début de première mi-temps. Et on se dit, c'est pas très bon. Là, les Danois sont en train de nous endormir complètement. Attention à l'hold-up. Surtout qu'il y a la malédiction du champion du monde qui est encore là à ce moment-là. Elle est dans toutes les têtes et on se dit, on va peut-être y avoir le droit une nouvelle fois. Quand on voyait en première période les défenseurs et
Je donne par là surtout les latéraux Koundé et Théo Hernandez se projeter, on voyait des défenseurs faire les attaquants faire les compensations pour prendre leur place alors qu'on ne voit plus ça en seconde période et ça laisse beaucoup d'espace aux Danois. Heureusement, Hugo Lloris a sauvé plusieurs fois la patrie. D'ailleurs, quand je parlais des attaquants, il y en a deux vraiment qui ont vraiment fait ces compensations et qui ont offensivement aussi apporté. Je parle d'Antoine Griezmann qui a fait des efforts défensifs, qui était de partout sur le terrain. Euh, il m'a rappelé un peu un Alexandre Lacazette côté Olympique Lyonnais en Ligue 1 depuis son grand retour, à être un peu partout. Antoine Griezmann va faire des tacles défensifs de classe internationale, vraiment, qu'on voit rarement déjà pour les défenseurs de métier, mais encore moins pour un attaquant. Ou alors ils sont ratés. Et puis le deuxième joueur, c'est Ousmane Dembélé. On le voit très précieux sur les phases offensives, sa qualité de percussion. C'est le joueur qui a réussi le plus de dribbles dans la Coupe du Monde depuis le début, mais aussi défensivement qui fait des efforts et c'est à noter alors que la première prestation sur le premier match, il n'avait pas été au top. Il faut relativiser, si on repart sur la deuxième période, entre la 58e et l'ouverture du score de Kylian Mbappé 68e, on va avoir des Français qui vont un peu rehausser le rythme et qui vont d'ailleurs ouvrir le score assez logiquement au vu de leur prestation globale. Kylian Mbappé se joue les sauveurs. Alors, sur l'action, on a vu après le but Giroud qui va rester un peu au sol et qui va se toucher une partie du pied, de la jambe, j'ai pas très bien vu. J'espère que c'est pas très très grave. Et d'ailleurs, il est sorti juste après avoir ça. On aura nos réponses dans les prochains jours. Malheureusement, on pense avoir fait le plus dur. On sait très bien que dans les 5 minutes suivant un but, ce sont les plus importantes. Soit l'équipe qui vient d'encaisser un but prend un coup sur la tête, soit elle se relève tout de suite et c'est l'autre qui se trouve trop beau. Là, c'est la France qui s'est cru trop beau et on s'est trop relâché. On se dit là, la malédiction, on va y avoir le droit réellement. Bon, c'était sans compter sur Kylian Mbappé qui va nous sauver une deuxième fois. Ce doublé, l'arbre qui cache la forêt, parce que vraiment la première période est vraiment décevante. En tout cas, quand on connaît les qualités de Kylian Mbappé, franchement, il a été pauvre techniquement, il a eu beaucoup de déchets. Les efforts, lui, défensifs n'étaient pas réellement là. Il s'est joué les sauveurs et heureusement, c'est ces genres de joueurs qui vont peut-être passer de temps en temps à côté de leur match, mais qui, sur un éclair de génie, vont sauver l'équipe complète. Voilà. Donc pour justifier mes propos, on va regarder quelques graphiques. Le premier, il montre vraiment la domination du milieu de terrain français sur celui du Danois, en tout cas en première période, et en particulier Aurélien Tchouaméni. Donc on voit vraiment les différences, l'implication d'Aurélien Tchouaméni qui se balade sur le terrain, qui est aussi d'une technicité remarquable, 100% de passes réussites en première période, il en a tenté 32, des passes qui vont un peu de partout, qui vont aussi vers l'avant et c'est très bien car on voit souvent dans le foot moderne des passes vers l'arrière côté milieu de terrain et c'est assez pauvre. Là, on voit vraiment qu'on veut aller vers de l'avant et qu'on domine vraiment notre sujet. Bon, si on regarde un point expected goal, on voit bien la domination française sur l'ensemble du match. On a 2,41 expected goal pour la France sur l'ensemble du match, 0,64 pour les Danois, un total de 3. Et donc, maintenant à présent, si on regarde les temps forts de ce match, à part quelques pics en début de match et en milieu de seconde période côté danois, autrement, et encore ils ne sont pas énormes, il y a des gros pics côté français, surtout en première période, sur l'ensemble de la première période, et puis sur le début de la seconde période, au moment des buts aussi à la 68e, un peu avant, et puis sur la fin de match aussi, où les Français vont vraiment remettre réellement le pied sur le ballon. Regardons le tableau de bord, les amis, c'est tout de suite, c'est parti. Donc le tableau de bord, si on regarde la première partie, on est à 44% de possession de balle de chaque côté, 12% du temps du match perdu. Voilà. D'habitude, on a 8-9 côtés dans ce début de Coupe du Monde. Depuis certains temps, ça a tendance à remonter vers les 12, 13, 14. Les voilà. Pour le reste, je vous laisse mettre pause si ça vous intéresse. Passons à la suite du tableau de bord. Donc alors, 21 tirs côté français, 10 côté danois, 6 tirs cadrés côté français, 2 côté danois. On voit le réalisme, 2 tirs cadrés et un but. Voilà, il faut le dire. Et donc alors, on voit aussi 16 tirs à l'intérieur de la surface danoise, 16 tirs français, 5 seulement de l'extérieur. Si on fait face à une défense regroupée, c'est bien. Il fallait peut-être tirer un tout petit peu plus pour faire sortir ces Danois. Ça aurait été peut-être un peu plus judicieux. Bref, le résultat, c'est qu'on a les 3 points, donc c'est le principal. Sur la suite du tableau, la discipline, un jaune côté français, 2 côté danois, pas de carton rouge. Bon, le seul rouge, je crois, dans ce mondial, c'était vendredi. Il faut l'avouer, c'est un mondial très propre pour l'instant. 4 fautes concédées côté français, 9 côté danois.
Un hors-jeu de chaque côté. Là aussi, on ne voit pas beaucoup de hors-jeu dans cette Coupe du Monde. On a même eu un match avec 0 hors-jeu. Enfin, il y aurait dû avoir 0, mais avec l'erreur d'arbitrage, on ne reviendra pas là-dessus. Côté distribution, 503 passes côté français, 537 côté danois, 437 réussis, 460 côté français, 473 côté danois. On va être à peu près à 88-89% de passes réussies côté français, peut-être 90. Côté danois, on sera plus autour des 87. On le sait, pour remporter un match espéré, en tous les cas, c'est 90. 23 centres côté français, 18 côté danois. C'est normal, on va profiter des grands gabarits côté français, par exemple, avec Olivier Giroud. Ça, c'est flatteur, parce que j'aurais pas pensé qu'il y aurait eu autant de centres sur le direct. 12 centres réussis côté français, 4 côté danois. Et les renversements, 7 côté français, 14 côté danois. En tout cas, ce réussi. Il y en aurait peut-être fallu un peu plus côté français pour mettre encore un peu plus de difficulté côté danois. Ça nous a mis, par contre, les renversements danois en difficulté, surtout en deuxième période, où on a subi. Puis les coups de pied arrêtés, 6 corners côté français, 4 danois, dont un café mouché, il faut le dire, 10 coups francs pour la France, 5 pour le Danemark. L'homme du match, il s'agit de Kylian Mbappé, 2 fois homme du match sur les 2 matchs de la France. Autant la première période est assez décevante, autant la deuxième est assez exceptionnelle, avec 2 buts à son actif. Voilà, c'est pour ça aussi qu'il est homme du match, on ne pouvait pas faire non plus autrement. Le classement de cette phase de groupe, la France est première avec 6 points qualifiés pour les 8e de finale. Première équipe de ce mondial à être officiellement 8e. La malédiction des champions du monde est brisée, ça y est. L'Australie 3 points juste derrière, Danemark et la Tunisie tous les deux à 1 point. Les Français sont presque sûrs de finir premier, parce qu'avec les Kierki au goal à virage, il n'y a presque aucun risque. Les tops et les flops, c'est parti. Premier top, j'ai un peu réfléchi quand même, mais bon, comme il a marqué 2 buts, je le disais, c'était un peu l'arbre qui cache la forêt. La deuxième période a quand même été exceptionnelle, c'est monsieur Kylian Mbappé. Si la première mi-temps est presque catastrophique, sa deuxième mi-temps était somptueuse. Si la France est sortie du piège danois, elle peut remercier son crack qui l'a livré à 2 reprises, rentrant en plus de fait encore plus dans l'histoire des Bleus. Il gravit des échelons au classement des meilleurs buteurs. Deuxième top, Antoine Griezmann. Le joueur de l'Atlético de Madrid a porté son équipe pendant toute la rencontre. Si on connaît ses qualités offensives, on a découvert sur ce match ses qualités défensives, faisant de lui un véritable poumon. Il a été récompensé en réalisant la passe décisive brisant la malédiction du champion du monde, entrant de fait dans l'histoire des Bleus en devenant le 2e meilleur passeur décisif de l'histoire de l'équipe du Coq, à 1 unité de Thierry Henry. Le 3e top, Ousmane Dembélé. Ce dernier top, inquiétez-vous pas. Si sa prestation lors du match d'ouverture était décevante, celle de ce deuxième match en est tout le contraire. En effet, si il a été précieux offensivement par ses qualités de percussion et de centre, ses qualités de repris ont été tout aussi importantes pour éviter une contre-performance des Bleus. Donc il fallait bien un flop dans ce match, et quoi de mieux que monsieur l'arbitre et tout le corps arbitral avec la VAR. Vous savez que j'aime bien les mettre dans les flops, c'est très rare qu'ils sont dans les tops. C'est le 3e arbitre flop dans cette Coupe du Monde. Si je m'en abuse, il n'y en a eu que 1 en top, c'est monsieur Turpin, en plus avec de chauvinisme on va dire. Veuillez accueillir Simon Marciniak, l'arbitre international polonais. L'arbitre de cette rencontre n'a pas été à la hauteur du rendez-vous et sa performance a peut-être impacté le sort du match. Certaines décisions sont contestables et feront sans doute polémique dans les jours à venir. En effet, il a pris de mauvaises décisions, une première dès la 20e minute en n'excluant pas Andreas Christensen qui a retenu Kylian Mbappé alors qu'il filait tout seul au but. Puis une deuxième juste avant la pause, 43e, lorsque Jules Koundé adresse une belle semelle à Victor Nelson. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. On n'est plus maudits. Cocorico! Allez les Bleus! Allez les Bleus! On se retrouve pour le match face à la Tunisie. C'est mercredi, c'est à 16h. Allez, Kichet Pali, prenez soin de vous et à très vite pour de nouvelles aventures. Kichet Pali, à la prochaine.